Vous retrouvez maintenant La foi prise au mot, votre émission de formation chrétienne présentée par Régis Burnet. Aujourd'hui, Grégoire de Tours, avec Bruno Dumézil, historien spécialiste du Haut Moyen-Âge, et Sylvain Joie, maître de conférences en histoire médiévale. Bonjour et merci de nous retrouver pour La foi prise au mot, votre rendez-vous de formation et de réflexion. Cette semaine, je vous propose de faire un voyage de 15 siècles pour retrouver une figure passionnante, mais méconnue de notre histoire religieuse, Grégoire de Tours. S'il y a bien quelqu'un qui a compté pour convaincre les habitants de la France qu'il vivait dans un pays particulièrement choyé par Dieu, parce que c'était une terre où les saints, les martyrs et d'une certaine façon les rois prolongeaient la présence de Dieu sur terre, c'est bien ce Georges Grégoire Florent, né vers 538 et mort vers 594. Si Saint-Martin est encore un grand saint populaire, c'est grâce à Grégoire, et si nous savons que Clovis a cassé le vase de Soissons, c'est aussi grâce à lui. Partons donc à sa découverte en compagnie de mes deux invités. Sylvie Joie, bonjour. Bonjour. Vous êtes maître de conférence en histoire médiévale, spécialiste donc de cette période un peu ancienne de notre histoire, et vous enseignez donc à l'université de Reims. Et puis Bruno Dumézil, bonjour. Bonjour. Vous êtes vous aussi maître de conférence en histoire médiévale, vous aussi spécialiste de cette période un peu bizarre, mais vous, c'est à l'université de Paris-Ouest Nanterre. Alors Bruno Dumézil, vous venez de faire paraître un très gros livre, un très gros livre au PUF, qui s'appelle Les Barbares, et je trouve que c'est une bonne manière de commencer cette émission. Est-ce que Grégoire vivait dans un monde de barbares ? Est-ce qu'on pense vraiment qu'on vit à l'époque des barbares ? Grégoire parle très peu de barbares, à vrai dire. Il vit au VIe siècle, à une époque que nous appelons les invasions barbares. Mais en fait, pour trouver quelqu'un qui définit le temps de Grégoire le Grand comme l'époque de la barbarie, il faut attendre en fait le XIXe siècle. L'époque d'Augustin Thierry, l'époque d'Emmanuel de la Troisième République aussi, où on envisage le temps de Clovis, de Brunehaut, de Frédégonde, de tous ces rois qui ont des noms germaniques, comme étant un temps de barbarie. À l'époque où la France se construit par opposition à l'Allemagne, il faut absolument trouver dans le passé une opposition entre une civilisation de référence, le monde gallo-romain, le monde de Grégoire, et un modèle de barbarie universelle, les Germains et donc les Mérovingiens. Les Germains, donc l'ennemi héréditaire, c'est-à-dire qu'on avait construit comme héréditaire. L'ennemi qu'on a l'Allemand. construit très progressivement comme héréditaire. Ouais. C'est pour ça qu'à partir du XIXe siècle, on va rajouter des H, des K et des W à tous les noms mérovingiens. Clovis se voit affublé de H parfois dans son nom, Oui. et les Francs sont appelés les Francs avec un K parce que ça fait un peu plus teuton quand même. Alors, est-ce que cette coupure avec le monde, on va dire gallo-romain, le monde de l'Empire romain, en fait, est-ce que cette coupure est vraiment pertinente ? Est-ce que c'est vrai que tout d'un coup, une horde de Germains et de Teutons a envahi notre beau territoire et nous a tous, comme dit Bruno Dumézil, rendus quasiment germains ? Non, et les études de ces dernières années insistent sur l'aspect très progressif. Justement, on évite de parler même d'invasion barbare, mais même de grande migration, puisque finalement, on a une espèce de mix culturel et aussi, c'est vrai, humain, mais sans qu'il y ait forcément d'apport humain qui soit vraiment arrivé ni en masse, c'est très progressif. Et puis, ces barbares, entre guillemets, les Romains les appelaient comme ça, c'est vrai, c'est eux qui ont construit, alors après les Grecs, le fameux terme barbare, c'est celui qui parle mal, qui fait ba, 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 ba. Et donc, ce mot existe, effectivement, mais pour les gens du VIe siècle, effectivement, ils ne se vivent pas comme oppressés par les rois barbares, et au contraire, Grégoire de Tours en est bien un exemple, ils vivent parfois en bonne entente avec ces rois, et ils se présentent comme leurs conseillers. Ce qui leur importe, c'est effectivement l'aspect chrétien, et d'insister sur le rôle du bon roi chrétien et d'une culture qui est encore largement une culture qu'on peut appeler romaine ou post-romaine à ces époques-là, surtout au VIe siècle. On parle encore, surtout dans les lois, encore des Francs et des Romains. Ça s'estompe après Grégoire de Tours. Grégoire de Tours se voit encore comme l'héritier d'une grande famille gallo-romaine. Et c'est vrai qu'il n'insiste vraiment pas sur l'opposition franc et romain, en revanche, dans ses histoires, ni encore moins dans ses livres d'hagiographie. C'est parce qu'il ne l'apercevait pas, ou c'est parce que c'est pour des raisons politiques, voyez, pour être en bonne intelligence avec les envahisseurs ? Il ne les percevait pas forcément comme des envahisseurs, d'autant plus qu'il leur donnait un dessein qui venait de Dieu. Il y a une visée
politique, c'est sûr, mais vraiment, il y avait d'abord une langue commune. Tout le monde, au final, parlait beaucoup le latin ou le latin vulgaire, même si les rois francs parlaient aussi des parlers germaniques, le tudesque. Il n'aime pas du tout un roi, par exemple, qui s'appelle Chilpéric, mais il note quand même que ce roi essaye de faire de la poésie, des études de grammaire qui sont sur la langue latine. Donc, il n'y a vraiment pas de réalité, même, c'est vrai, de choc de civilisation. Ces barbares qui sont vus, effectivement, parce qu'on voit bien qu'on a des rois à son époque qui sont là que depuis 3 générations. On voit bien qu'ils ont une identité qui est celle de personnages qui ont vaincu, qui ont créé le royaume, mais c'est une identité de plus en plus de fusion et de souverains qui sont intéressés par le monde romain et pour qui le modèle de pouvoir, c'est celui de l'empereur romain. Donc, ce qui joue un rôle important, et ce n'est pas Grégoire qui reconstruit ça, même s'il reconstruit beaucoup de l'histoire des premiers Francs. Alors Grégoire, c'était l'heureux temps où les évêques étaient riches, et venaient de familles riches, et étaient évêques de père en fils. De père en fils, ou d'oncle à neveu, ou de cousin à cousin. Effectivement, on a, surtout dans le sud de la Loire, un certain nombre de familles qu'on appelle les familles sénatoriales. Ils se prétendent héritiers de sénateurs romains. C'est vrai ou c'est faux. Disons qu'ils sont le sommet de la société gallo-romaine. Pardon, je vous interromps. C'est très intéressant ce que vous dites. On voit bien qu'on est en pleine continuité avec l'Empire romain. On ne renie pas l'héritage. On se sent les contemporains presque d'Auguste. D'Auguste, peut-être pas, mais de Constantin, oui. Il faut bien voir que l'Empire romain a quand même beaucoup changé au IIIe siècle, entre l'époque d'Auguste, de Trajan, ce qui pour nous est l'Empire romain, et l'Antiquité tardive qui est très longue, ça dure 2 siècles et demi, l'Antiquité tardive. Il y a un monde, il y a un changement total, la christianisation est le signe le plus visible, mais il y en a d'autres. On s'estime être les héritiers de l'Empire du IVe, du Ve siècle, un empire que nous avons oublié, eux, qui était l'Empire réel. Et dans la famille de Grégoire le Grand, famille par alliance sans doute, mais il y a un certain Avitus qu'on a un peu oublié, mais qui est un des derniers empereurs de Rome. Donc tous ces gens-là ont été unis par le sang au sommet de la société romaine. Et puis quand l'Empire s'effondre, il faut bien sauver sa peau, il faut bien sauver sa position sociale. Ces gens-là se sont réfugiés soit dans les monastères, soit dans les carrières ecclésiastiques. Et effectivement, comme vous l'avez dit, on peut être évêque de père en fils. Alors, on ne peut pas avoir d'enfants quand on est évêque. C'est assez mal vu. On peut, mais enfin, c'est quand même très rare. Donc, on a les enfants avant. On se retire dans une carrière ecclésiastique, souvent brillante, souvent spirituelle également. Il ne faut pas opposer du tout ces stratégies familiales à une réelle spiritualité. Et à partir du moment où on devient évêque, on prépare le terrain pour qu'un jour, un de ses cousins devienne à son tour évêque. Grégoire, né à Clermont, sans doute dans les années 540 de notre ère, il est dans une famille où on contrôle le siège de Clermont depuis au moins 60 ans, mais il n'est pas au sommet de la bonne famille. Donc il a quelques espérances, il est placé comme diacre à Brioude, donc dans une petite paroisse, en espérant peut-être un jour avoir le poste. Puis non, il comprend rapidement qu'il n'y a rien à jouer de ce côté-là, c'est pas grave. Il a d'autres cousins évêques à Langres, à Tours, il va voir à droite et à gauche, il voyait beaucoup pendant son enfance, Grégoire. Et puis effectivement, ça marche à Tours, il obtient le poste d'évêque de Tours en 573 de notre ère, avec la protection royale. Un roi qu'on appelle le roi d'Austrasie, Sigebert, donne le poste d'évêque de Tours à Grégoire. Désormais, presque 25 ans d'épiscopat brillant. 25 ans d'épiscopat brillant, ça signifie quoi pour un évêque de cette époque-là? Ça signifie une vie spirituelle importante, ou ça signifie surtout d'aller dans les banquets alors, je ne vous fais pas le coup des sangliers et du reste, parce que justement, on a bien compris qu'il y a continuité, mais vous voyez, c'est quoi? C'est vrai qu'à cette époque-là, comme le disait Bruno, il y a une espèce de continuité dans la carrière. Parfois, 476, on dit c'est la fin de l'Empire romain d'Occident, mais ce n'est pas du tout une date qui va frapper les contemporains ou qui change en tout cas leur vie. Donc on va voir une série de personnages qui ont d'abord des positions civiles, qui reprennent pendant tout un certain temps les titres de l'Empire qui continue d'exister en Orient. Les rois de l'époque de Grégoire de Tours se considèrent encore, c'est un peu la fin, comme dépendants, comme étant en dessous, si on veut, de l'empereur d'Orient, qui est le seul empereur d'Occident. Et donc c'est vrai qu'à un moment, on a une fonction civile, on est marié, on a des enfants, on est dans une famille effectivement importante, sénatoriale, et ensuite on peut devenir évêque. Parce que être évêque, c'est aussi être un administrateur. Administrer la cité, être le père de la cité. Là, il y a vraiment une continuité importante.
justement, comme le disait Bruno, dans la suite de l'Antiquité tardive, où de plus en plus les pouvoirs locaux deviennent importants et où l'évêque prend déjà une place qui est une place d'administrateur et d'homme de pouvoir au sein de la cité. On a parlé de sa famille, hein, c'est vrai qu'on a des histoires racontées par Grégoire lui-même hein, dans ses œuvres hagiographiques où il parle des gens de sa famille. Donc au départ, il va jouer Clermont, effectivement, qui est du côté de la famille de son père, mais sa mère vient aussi d'une famille où on a des évêques, notamment Nizier. Il nous raconte d'une façon assez plaisante que la mère de Nizier était enceinte au moment où Florent le père veut devenir, on lui propose de devenir évêque de Genève, et elle lui dit non, j'attends un évêque, Dieu a mis un évêque dans mes entrailles, et donc toi, tu dois te retirer parce que ça va être un grand saint, etc. Effectivement, c'est le début habituel hein, d'une hagiographie chez Grégoire, comme ça, où le rôle de la prédestination et de la femme, hein, qui annonce cette prédestination, est importante, et la famille de la mère de Grégoire est très importante pour lui. D'ailleurs, il prend ce nom de Grégoire comme nom principal une fois qu'il va passer sous la protection principale de la famille de sa mère. Au départ, on le connaît surtout comme Georges Florent, ce sont les noms qui viennent du côté de sa mère, et Grégoire, c'est un nom qui vient de son père, qui vient du côté de sa mère. Donc ce nom de Grégoire, comme Grégoire de Langres, un évêque aussi de cette famille. Donc lui aussi, il devient, donc après une recherche un petit peu éperdue, effectivement, il tente plusieurs sièges, il aurait aimé rester en Auvergne. Ce poste de Tours, il le prend à la suite d'un cousin, et il devient à la fois donc, un personnage, c'est vrai, spirituel, dont on a conservé les extraits de commentaires sur les psaumes, et puis en même temps un personnage politique très important, puisque là aussi Bruno l'a déjà évoqué, il devient, grâce à l'appui d'un des rois, puisqu'on a plusieurs rois francs à l'époque, évêque, et c'est vrai qu'il va un peu être au service hein, dans les polémiques entre ces rois qui sont à l'époque dans des frictions parfois militaires, surtout d'intrigues politiques. Il va vraiment être au cœur de tout ça, d'autant plus que Tours est un endroit qui passe parfois d'un côté, de l'autre. Donc c'est vrai qu'il y a tous ces aspects. Et puis c'est un homme très humain qu'on connaît de cette façon-là par ses œuvres. Il aime beaucoup raconter des anecdotes, parler de personnes qu'il a connues, noter son attachement aux enfants de sa paroisse qu'il nourrit lui-même, des choses comme ça. On le voit, quelqu'un d'actif qui est dans la vie. Effectivement, il va aller à des banquets politiques parce que le banquet, c'est l'endroit où on noue les grandes amitiés qui sont très importantes à l'époque, hein, le rapport interpersonnel. Mais bon, il y a ces deux aspects vraiment chez lui et il le met en avant. Hein, il se met en scène dans ses œuvres, donc c'est vrai que c'est assez fascinant de ce point de vue-là. Vous écoutez La Foi prise au mot, votre émission de formation chrétienne présentée par Régis Burnet. Nous parlons aujourd'hui de Grégoire de Tours avec l'historien Bruno Desmézil et Sylvie Joie, maître de conférence. Et alors, cette vie de cour, est-ce que, parce que là aussi, hein, je suis désolé, je vous donne tous les poncifs sur cette époque-là, mais on imagine une vie un peu mixte de la cour de la Rome des Borgia et aussi encore une fois d'Astérix. Hein. Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est des intrigues, des empoisonnements, des mauvaises reines très 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 vilaines, etc. Ou est-ce que c'est une cour brillante, intellectuelle? Comment ça fonctionne? Dans la cour des Borgia, les deux n'étaient pas, d'ailleurs, les deux allaient ensemble. Hein. Vous dites vous-même, hein, c'est Oui. comme la cour des Borgia, c'est comme toutes les cours, en fait. Oui. Ça dépend de votre point de vue. Si Oui. vous voulez voir que les mauvais côtés de la cour, vous pouvez ne voir que les mauvais côtés de la cour. Effectivement, Grégoire de Tours nous dit pique-pendre, par exemple, de la cour du roi de l'Ouest, du roi de ce qu'on appelle la Neustrie à cette époque-là, de Paris, Chilpéric, en disant qu'il y a une mauvaise reine, Frédégonde, que le roi est inculte, que tous les courtisans sont débauchés, que la reine et sa fille, la princesse Ringonde, se battent et s'envoient des coffres sur la tête. Pourquoi pas? Et ça peut-être existé. Et en même temps, il nous présente la cour des rois de l'Est, ceux qui lui ont donné son poste épiscopal. Hein. Alors là, tout le monde est gentil, le roi est extraordinairement cultivé, les courtisans sont brillants, la reine s'appelle Brunehaut. Elle a fait peut-être un ou deux mariages pas vraiment canoniques, mais elle est tellement bonne, tellement généreuse et tellement intelligente, ce qui est aussi vrai que, ma foi, tout passe. Donc tout dépend du point de vue. Ce sont des cours brillantes. Hein. Dans tous les cas, on n'est pas dans un monde barbare. La preuve, c'est qu'on ne mange pas de sanglier. On mange du poisson. Comme tous les gens depuis l'Empire romain, la nourriture de luxe, c'est le poisson. Et de préférence du poisson de mer.
Donc quand vous habitez à Metz, pour faire venir du poisson de mer, il faut supposer qu'il y a des moyens de transport assez développés. Oui, et donc toute une infrastructure, des routes, des gens qui sont capables de transporter du poisson. Comme vous dites, c'est brillant. Et des recettes de cuisine. Et des recettes de Ce cuisine. qu'on a conservé bizarrement du 6e siècle mérovingien, c'est des traités de cuisine, même des traités de diététique, parce qu'à force de manger, quand même, de temps en temps, il va falloir un peu calmer sur les plats, et on a des traités pour expliquer comment essayer de maigrir un peu. Alors Grégoire vit dans ce monde dans l'entre-deux. Et en même temps, c'est quelqu'un qui, pendant toute sa vie, effectivement, va être dans les cours. Effectivement, comme le dit Sylvie, va aussi nourrir les pauvres dans sa paroisse, dans son diocèse, va faire des constructions. Et c'est quelqu'un qui, parce que c'est fondamentalement un parachuté à Tours, vit dans une incertitude totale. Tours change de royaume, son clergé ne l'aime pas du tout. Pendant les 10 premières années, c'est très dur. Son clergé essaie de le faire déposer à plusieurs reprises, et donc il a besoin de se justifier. Et pour nous, c'est une merveille, parce que se justifier, c'est écrire. Il va laisser énormément d'œuvres, parce qu'il a besoin de montrer qu'il est un grand spirituel, mais aussi qu'il est un grand administrateur. C'est le rôle de l'évêque, l'a dit Sylvie. Et aussi, il va aussi expliquer l'histoire franque comme étant une partie de la création du monde, et en même temps, une histoire franque qui justifie le rôle qu'un personnage important joue à la cour, Grégoire de Tours. C'est en même temps une histoire universelle et une apologie que les grandes histoires de Grégoire de Tours. Alors, on va commencer à rentrer un peu dans l'œuvre de Grégoire. Je vous propose qu'on entende la préface de l'histoire des Francs. Alors, c'est un texte un peu long qu'on va entendre dans une traduction un peu ancienne. Je suis désolé, c'est la traduction du 19e siècle. Donc, c'est la préface de l'histoire des Francs. La culture des lettres et des sciences libérales dépérissant même dans les cités de la Gaule, au milieu des bonnes et des mauvaises actions qui y étaient commises, pendant que les barbares se livraient à leur férocité et les rois à leur fureur, que l'Église était attaquée par les hérétiques et défendue par les catholiques, que la foi chrétienne, fervente dans la plupart des cœurs, était, dans quelques autres, tiède et languissante, que les églises étaient tour à tour enrichies par les hommes pieux et dépouillées par les infidèles, il ne s'est rencontré aucun grammairien habile dans l'art de la dialectique qui ait entrepris de décrire ces choses soit en prose, soit en vers. Aussi, beaucoup d'hommes gémissaient disant « Malheur à nos jours ». L'étude des lettres périt parmi nous et on ne trouve personne qui puisse raconter dans ses écrits les faits d'à présent. Voyant cela, j'ai jugé à propos de conserver, bien qu'en un langage inculte, la mémoire des choses passées, afin qu'elles arrivent à la connaissance des hommes à venir. Je n'ai pu taire ni les querelles des méchants, ni l'avis des gens de bien. J'ai été surtout excité par ce que j'ai souvent entendu dire à mes contemporains, que peu d'hommes comprennent un rhéteur philosophe, tandis que la parole d'un homme simple et sans art se fait entendre d'un grand nombre. Il m'a plu aussi de commencer ce livre par le calcul des années qui se sont écoulées depuis l'origine du monde. C'est pourquoi j'ai ajouté les chapitres suivants. Voilà, alors, en entendant cette préface, moi, ce qui me frappe beaucoup, c'est qu'on est vraiment dans la continuité des grands historiens latins qui commencent quasiment à la fondation du monde, sans sourciller, et qui vous racontent un peu leur vie. Qu'est-ce qu'il veut faire Grégoire là, dans ce texte? C'est vrai qu'il le dit clairement, c'est le style de l'histoire universelle, c'est-à-dire l'histoire qui commence avec la création du monde. Et souvent, on appelle son livre l'histoire des Francs, communément, parce qu'on s'intéresse à ce qu'il dit des Mérovingiens, parce que c'est lui qui apporte sur les premiers Mérovingiens l'essentiel. Ce n'est pas la totalité des renseignements, mais ce n'est pas son but, ce n'est pas sa visée. Quand on veut comprendre Grégoire de Tours, il faut effectivement voir qu'il commence avec la création du monde. Il poursuit avec l'Ancien Testament, la vie du Christ, qui résume assez rapidement. Puis les grands saints, il insiste déjà après sur Saint-Martin et Tours, parce que c'est un grand saint, et aussi parce que, on l'a vu, c'est un livre où il va se mettre en scène, et il met en scène l'importance de Tours. Mais c'est vraiment une histoire universelle qui a pour but de montrer comment Dieu agit dans le monde. Et là aussi, il n'y a pas de différence fondamentale pour lui entre la géographie, donc l'histoire des saints, et puis son histoire des Francs,
qui est en réalité ce qu'il appelle les 10 livres d'histoire. Hein. Il n'y a pas vraiment de titre, 10 livres, parce que 10 parties qui se suivent. Donc d'abord, très ancienne, il s'inspire effectivement des grands auteurs de la fin de l'Antiquité, qui ont déjà développé très bien ce style de l'histoire universelle. Et donc, c'est montrer comment Dieu agit dans le monde par les saints, et puis comment il peut aussi agir par les évêques qui conseillent les rois, et comment les rois peuvent effectivement agir et faire des francs pour Grégoire de Tours. De fait, il se concentre quand même sur eux à partir de la fin du deuxième livre. Une force agissante qui fait progresser non seulement le christianisme, mais aussi et surtout le catholicisme, ce qu'on appelle le christianisme nicéen, d'après le concile de Nicée de 325, parce que Clovis est le premier de ces rois qu'on dit barbares à être baptisé catholique, alors que les autres rois barbares ne sont pas païens, alors que Clovis était, mais était chrétien dans une forme que Grégoire appelle l'arianisme, et qui est proche effectivement, plus ou moins, de ce qui a été refusé en 325 et déclaré hérétique. Donc il y a une espèce de mise en scène où il dit beaucoup de mal de ces ariens, et où il invente en quelque sorte des espèces de guerres saintes que montent les rois francs, pour faire vaincre et pour faire s'étendre donc la version du christianisme qui est celle de Grégoire, puisqu'à l'époque on a des évêques ariens et des évêques catholiques. Dans la Gaule de Grégoire, les évêques sont catholiques, mais il y a encore des oppositions avec des souverains ariens, notamment chez les Wisigoths en Espagne. C'est quelque chose qui marque beaucoup aussi son œuvre et qui explique et qui fait qu'on doit bien relire avec attention tout ce qui est créé vraiment par Grégoire de Tours, et notamment la figure de Clovis. On va y revenir juste après. On a dit c'est une histoire qui fait qui a pour projet de montrer l'influence de Dieu dans le monde. On dit souvent aussi que Grégoire est le père de l'histoire de France. Est-ce que vous feriez ça? Enfin, vous diriez que votre but d'historien, c'est de montrer le rôle de Dieu. Est-ce que, je veux dire, qu'est-ce historiographiquement est le propre de Grégoire? Est-ce qu'on est légitime de dire que c'est un des pères de l'histoire de France? Et en quoi c'est une source? Ça fait 3 questions, mais vous allez y arriver. De répondre avec une seule explication. Voilà. C'est assez compliqué, Grégoire. Ouais. En fait, c'est une histoire universelle, mais effectivement, comme disait Sylvie, 10 livres. Le premier livre, c'est vraiment de l'histoire universelle. On commence à la Genèse, et puis on va jusqu'à la mort de Saint-Martin, mais en traversant tout le bassin méditerranéen. À partir du deuxième livre, on se concentre quand même sur une histoire très occidentale, et même très gauloise, et puis quand même très franque, puisque le deuxième livre, c'est le livre de Clovis. Et puis ensuite, ça se resserre de plus en plus sur l'histoire de 3 royaumes, la Burgondie, la Neustrie, l'Austrasie, et des conflits entre les 3 royaumes. Et à partir du livre 7, ça devient surtout l'histoire de Grégoire, évêque de Tours, avec les problèmes qu'il a pu avoir avec les différents rois. C'est long, 10 livres d'histoire. Oui. C'est cher au Moyen-Âge. C'est-à-dire que vous copiez sur des peaux de mouton, il faut avoir 1 millier de peaux de mouton pour recopier les 10 livres d'histoire de Grégoire. C'est le troupeau, là, quasiment. C'est le troupeau. Oui. Les copistes n'ont pas tous envie de faire ça. À partir du 7e siècle, qu'ont fait les copistes? Ils ont dit le livre 1, il n'a pas un intérêt fracassant. On a déjà vu ça chez Eusèbe de Césarée, chez Jérôme. Hop, on va le laisser en partie de côté. À partir du livre 7, on n'y comprend rien, c'est les affaires de Tours. On laisse de côté. D'accord. Qu'est-ce qu'il vous reste? Il vous reste une histoire qui commence à peu près avec Clovis et qui raconte la grande histoire des Francs. C'est plus 10 livres d'histoire, c'est l'histoire des Francs. Et donc, celui qui est le père de l'histoire de France, c'est pas Grégoire de Tours, c'est le copiste, soit un peu paresseux, soit économe du 7e siècle, qui a raccourci, qui a fait un director's cut, qui fait que, désormais, l'histoire universelle du monde s'incarne dans une dynastie, les Francs. D'accord. Et justement, est-ce que c'est une source fiable? Est-ce que, vous allez me dire, c'est peut-être la seule qu'on ait, mais est-ce que on sent quand même le biais de, comme vous dites, l'apologétique personnelle, ou est-ce que on peut quand même considérer que Grégoire nous donne des informations intéressantes? C'est une source fascinante. Fiable, vous savez, avec autant de sources, c'est-à-dire aussi peu de sources, c'est bien difficile de savoir. Quand on sait, on se rend compte que Grégoire ment, mais ment avec intelligence, souvent. C'est-à-dire qu'il donne un récit, en apparence, un récit qui est simple, clair, puis il dit, il y avait la rumeur qui disait le contraire. Alors qu'est-ce que vous êtes obligé de croire? La rumeur ou le récit? Les deux sont possibles. Parfois, il induit un doute en disant tel personnage s'est suicidé, mais on raconte que c'est la reine-mère qui l'aurait fait assassiner.
selon votre point de vue, vous pouvez suivre un côté ou l'autre. Et très souvent, Grégoire est assez adroit pour donner sa source et émettre un doute sur sa source. Donc finalement, c'est un vrai historien. Comme tout véritable historien, il a des sources et il reconstruit une trame avec ses sources. La trame, vous y croyez ou vous y croyez pas. Les faits qu'il donne sont souvent authentiques. Par contre, la chronologie, le mécanisme explicatif, les éléments qui mènent d'un fait à un autre, c'est souvent l'invention de Grégoire. Alors on va revenir à Clovis. Je vous propose qu'on entende le passage qui concerne Clovis. Alors je n'ai pas pu résister, je suis désolé. Un mauvais génie m'a poussé. Je vais vous faire entendre le Vase de Soissons. C'est dans le livre 2 de l'Histoire des Francs de Grégoire de Tours. Alors, la reine manda en secret Saint-Rémy, évêque de Reims, le priant de faire pénétrer dans le cœur du roi la parole du salut. Le pontife, ayant fait venir Clovis, commença à l'engager secrètement à croire au vrai Dieu, créateur du ciel et de la terre, et à abandonner ses idoles qui n'étaient d'aucun secours, ni pour elle-même, ni pour les autres. Clovis lui dit « Très saint père, je t'écouterai volontiers, mais il reste une chose, c'est que le peuple qui m'obéit ne veut pas abandonner ses dieux. J'irai à eux et je leur parlerai d'après tes paroles. » Lorsqu'il eut assemblé ses sujets, avant qu'il eût parlé, et par l'intervention de la puissance de Dieu, tout le peuple s'écria unanimement « Pieux roi, nous rejetons les dieux mortels, et nous sommes prêts à obéir au Dieu immortel que prêche saint Rémy. » On apporta cette nouvelle à l'évêque qui, transporté d'une grande joie, ordonna de préparer les fonds sacrés. On couvre de tapisseries peintes les portiques intérieurs de l'église, on les orne de voiles blancs, on dispose les fonds baptismaux, on répand des parfums, les sièges brillent de clarté, tout le temple est embaumé d'une odeur divine, et Dieu fit descendre sur les assistants une si grande grâce qu'ils se croyaient transportés au milieu des parfums du paradis. Le roi pria le pontife de le baptiser le premier. Le nouveau Constantin s'avance vers le baptistère pour s'y faire guérir de la vieille lèpre qui le souillait et laver dans une eau nouvelle les taches hideuses de sa vie passée. Comme il s'avançait vers le baptême, le Saint de Dieu lui dit de sa bouche éloquente « Sicambre, abaisse humblement ton cou. Adore ce que tu as brûlé. Brûle ce que tu as adoré. » Saint Rémy était un évêque d'une grande science et livré surtout à l'étude de la rhétorique. Il était si célèbre par sa sainteté qu'on égalait ses vertus à celles de saint Sylvestre. Nous avons un livre de sa vie où il est dit qu'il ressuscita un mort. Alors voilà, Sylvie Joie, vous avez entendu le Vase de Soissons. Non, pas du tout. Vous avez entendu le baptême de Clovis. Effectivement, je suis désolé, je m'excuse. Je voulais faire le Vase de Soissons. Et puis en fait, c'est beaucoup plus intéressant de lire le baptême. Puisque là, comme vous disiez, c'est le texte fondateur d'une sorte de France catholique chrétienne. Qu'est-ce que ça dit en fait ce texte? Et peut-être quel est le contexte dans lequel se trouve Clovis et que raconte en fait Grégoire? Oui, là c'est la vraie construction de Grégoire. C'est vrai, habilement, et comme le dit Bruno, Grégoire présente les différentes guerres de Clovis, la chronologie, d'une façon qu'il retravaille en fait. Il bouge un petit peu les éléments de part et d'autre, ce qui fait que longtemps, on a pensé que c'était en 496, donc assez tôt dans son règne, que Clovis a été baptisé. Aujourd'hui, une bonne partie des historiens tape plutôt sur 506, voire 508. Souvent, on s'entend autour de 506. Alors, le placer en avant, ça permettait évidemment de dire que c'était effectivement des guerres saintes, comme je le disais tout à l'heure, que
que Clovis menait, puisque Clovis, et c'est lié finalement aussi au vase de Soissons, dont vous parliez, Clovis les deux épisodes qu'on a retenus. Voilà, avait des liens finalement de sympathie avant sa conversion avec les évêques, et son père en avait aussi. Rémi de Reims lui envoie une lettre, à peu près quand il devient roi, donc quand il va vers 481, succéder à son père Childéric, pour expliquer que les évêques avaient de bonnes relations avec Childéric, que ça doit continuer, se perpétuer. Donc là aussi, il n'y avait pas d'opposition très franche entre ces barbares, même païens, et les évêques. Il fallait s'arranger avec eux, et on s'arrangeait très bien. Évidemment, l'idéal, c'était de convertir. Et pour Grégoire, c'est encore plus l'idéal, vu qu'il veut montrer que c'est ça qui explique l'expansion et la création du royaume des Francs. Donc Clovis, comme son père, qui était enterré à Tournai, on a retrouvé sa tombe au XVIIe siècle. On a repris des fouilles dans les années 80 du XXe siècle. Il a été enterré, alors habillé un peu comme un général romain au final, en même temps avec des éléments qu'on dirait barbares, notamment de joaillerie, avec des pièces qui viennent de l'Empire byzantin. Et puis on a retrouvé dans les années 80 donc, des chevaux qui ont été sacrifiés autour de cette tombe. Je suis désolé, ça c'est très barbare. Oui, un rituel qu'on relie au paganisme, mais on ne sait rien en fait de ce paganisme. C'est très militaire, c'est la vertu militaire, la force du cheval, sans doute une valeur religieuse, mais on ne sait pas très bien laquelle. Donc Clovis, on dit qu'il est païen. Grégoire de Tours, justement, ne dit pas grand-chose, même du père de Clovis, au final. Il explique que les Francs sont arrivés, ils étaient païens, ils venaient des forêts profondes, ils adoraient les forces naturelles. Et il passe très rapidement là-dessus. Donc on ne connaît rien, et de fait, il n'y a pas d'écriture à l'époque faite par ces barbares, si ce n'est ceux qui ont repris le latin et qui ne parlent pas de paganisme barbare. Donc on ne sait rien de ce paganisme. Ce qu'on sait, c'est que Clovis avait une sœur, par exemple, qui s'était convertie avant lui au christianisme arien, dont je parlais tout à l'heure, donc qui avait tout à fait bonne presse, même meilleure que le catholicisme, si on veut, en Occident, même si eux, les sénateurs gallo-romains, étaient bien catholiques, étaient nicéens, parce que c'était la religion, au final, qu'avait adopté l'empereur, après un certain flottement, parce que Constantin est censé avoir poussé le catholicisme, en réalité, à la fin de sa vie, et puis ses fils ensuite, étaient plus proches des ariens. Donc c'est pas très clair, et les barbares n'ont pas choisi l'arianisme contre l'empereur, mais au contraire, à une époque où l'arianisme était assez bien vu par les empereurs, au IVe siècle. Puis, les Gallo-Romains, les sénateurs, l'Italie, l'Espagne, etc., sont devenus plus catholiques. Donc là aussi, pas d'opposition frontale dans cette montée du christianisme chez les barbares, comme on aurait pu l'imaginer. Il n'empêche donc que les rois ailleurs sont ariens, que des membres de sa famille sont ariens, mais Clovis, lui, est resté païen. Il épouse, en secondes noces, on ne sait pas trop, une princesse qui est catholique, et Grégoire aime beaucoup jouer des femmes et justement mettre en scène l'émotivité, et puis justement le fait qu'il y a des rumeurs à propos des femmes, on ne sait pas trop, elles n'ont pas laissé d'écrire, elles ont un rôle un peu comme ça dans l'ombre, et donc il insiste beaucoup sur Clotilde, qu'il magnifie, d'autant plus qu'elle a fini sa vie à Tours, elle est morte longtemps après Clovis. Bien. Donc ça tombait bien. Il a de fait sans doute des sources qui lui viennent de cette présence de Clotilde, bien avant qu'il y soit, à Tours, mais là aussi, comme on le disait, il a des sources, il connaît beaucoup de choses, il les met en scène à son avantage. Ici, pour expliquer que Clovis, c'est un nouveau Constantin. Le texte qu'on a entendu le dit bien. C'est l'image du souverain qui, d'un coup, dans une bataille, a une révélation. Le Christ lui dit qu'il va vaincre s'il se convertit, et ce qui l'aurait poussé au baptême avec l'influence de Clotilde, donc sur laquelle Grégoire insiste beaucoup. Elle a sans doute eu de fait un rôle, parce que les femmes qui viennent du royaume burgonde, de fait, on le voit bien, ont un rôle important, et notamment religieux. Oui, parce que vous travaillez particulièrement sur les femmes. Vous diriez que c'est une époque patriarcale, pour reprendre une terminologie particulière, ou est-ce que c'est une période où les femmes ont quand même quelque chose à dire, à faire? C'est quand même très curieux qu'on ait des noms de reines qui visiblement oui, gouvernent. On a parlé de Frédégonde, de Bruno, voilà. Elles ont un grand rôle politique. Aussi parce qu'elles ont été régentes pour Bruno et Frédégonde, et Clotilde aussi, parce que sans doute ses enfants étaient assez jeunes quand ils sont devenus rois. Donc on a des femmes qui vont avoir du pouvoir, mais ce n'est pas une période où les femmes, ce n'est pas du tout une société matriarcale qui viendrait du monde germanique. Oui. On est dans une société où c'est les hommes, clairement, qui ont le pouvoir, qui ont un droit de protection, une obligation par rapport aux femmes, et qui décident des choses. Mais on a des femmes, effectivement, qui, pendant ces 6e et 7e siècles, vont avoir
une capacité à jouer leur rôle, notamment dans les cercles royaux. Hein, et c'est bien le cas de Clotilde. Puis après, elles sont mises en scène, effectivement, par Grégoire. Il y a la méchante reine, Frédégonde. Là aussi, il y a toujours des rumeurs. Hein. Effectivement, il y a un prince qui meurt, qui est mis à mort. On dit que ce serait Frédégonde. Bon, c'est assez logique, puisque Grégoire lui-même a été mis en procès pour avoir dit des choses mauvaises sur Frédégonde. Hein. Ah, d'accord. Donc, bon... Ça lui permettait aussi de justifier sa position. Ça justifie aussi sa position. Mais c'est vrai que dans le cas de Clovis, donc, il joue sur ce personnage de Clotilde pour la mettre en valeur, pour expliquer ensuite toutes les conquêtes et puis cette image de Clovis, nouveau Constantin, baptisé, premier roi vraiment chrétien, en réalité premier roi catholique. Vous écoutez La Foi prise au mot, votre émission de formation chrétienne présentée par Régis Burnet. Nous parlons aujourd'hui de Grégoire de Tours avec l'historien Bruno Desmézil et Sylvie Joie, maître de conférence. Est-ce que vous diriez qu'il invente Clovis, dans le sens où s'il n'y avait pas eu Grégoire, qui met justement cette focalisation sur ce personnage-là, ça aurait été un petit roi comme les autres? Curieusement, oui, vous avez raison. Alors, c'est pas peut-être lui qui invente. 10 ans plus tôt, on voit déjà l'évêque de Trèves en Germanie qui commence à en parler, quelques hagiographes qui commencent à en parler, la sauce commence à prendre. Et ce qui est surprenant surtout, c'est qu'entre la mort de Clovis, 511, et les années 560, personne n'en parle. Clovis a laissé apparemment un souvenir désastreux dans le royaume. Personne ne le supporte. Il a fait pas mal de choses. Il a un peu exécuté tous ses cousins. Ça passe encore, c'est des conflits dynastiques. Il a pris des terres d'église aussi. Sur la fin, il a commencé à distribuer ce qu'on appelle des précaires, c'est-à-dire distribuer des terres d'église à des laïcs. Et puis, il y a des choses qui ne sont pas dans nos sources, mais qui fait que visiblement le personnage est insupportable. En Italie, on le traite comme pratiquement un antéchrist. Le bon roi de la dynastie, c'est quelqu'un qui est complètement oublié de nos services, c'est le fils de Clovis, Childebert Ier. Personne ne parle de Childebert Ier. Non. Il y a une petite rue à Paris qui fait 20 mètres, qui s'appelle la rue Childebert Ier. Alors lui, toutes les sources du VIe siècle, c'est quelqu'un d'extraordinaire. Il fait des fondations pieuses, il protège les pauvres, il construit des églises. Et puis, parce qu'à l'époque de Grégoire, on a besoin de Clovis, parce qu'on est dans une période de guerre civile, les 3 royaumes sont en opposition, on a besoin de trouver un facteur d'unité. Il n'y a guère que Clovis qui peut l'offrir. Parce que tout le monde s'intéresse à Reims aussi, notamment Grégoire, qui a été consacré de façon assez peu canonique par l'archevêque de Reims. Et donc, il a besoin de dire que Reims est un endroit bien, avec des évêques qui sont particulièrement sympathiques. Et que l'archevêque de Reims a fait rédiger la vie de Saint-Rémy. Bien soudainement, ce qui était de la cuisine potentielle, il y avait tous les ingrédients, devient soudainement la sauce Clovis. Et là, ça marche. Parce qu'il y a un besoin dans la société, parce que tout le monde a besoin de se trouver un roi fondateur, parce que Clovis, c'est la victoire, c'est le catholicisme. Grégoire lit les deux, catholicisme, donc victoire, parce que c'est le premier roi sur lequel on a de l'information, et la dynastie est en train de se construire, parce qu'on peut faire des parallèles. Il a été consul, Clovis, donc on peut dire éventuellement presque Auguste, donc pratiquement une image de l'empereur. Et bien, soudainement, Clovis devient la référence. Mais à vrai dire, il faut quand même attendre les Capétiens, ou du moins la fin de l'époque carolingienne et le début de l'époque capétienne, pour que Clovis devienne le premier roi de l'histoire de France. Il y a d'autres concurrents, mais Grégoire a donné quand même une grande longueur d'avance à Clovis. Alors je vous propose qu'on arrive à la 3e partie, si on peut dire, des écrits de Grégoire. C'est tout ce qui est écrit hagiographique, donc la gloire des martyrs, la gloire des confesseurs, le livre des miracles. Je vous propose qu'on entende cette fois-ci un tout petit texte alors là, je vérifie bien parce que je me trompe, mais c'est bien les miracles de Saint-Martin dont il s'agit. Un tout petit texte sur les miracles de Saint-Martin, et puis on parlera de ses écrits hagiographiques. Notre serviteur habituel fut saisi d'une fièvre violente qui le dévorait. Ses membres brûlaient extérieurement. À l'intérieur, sa soif était ardente. S'il avalait quelques boissons, son estomac la rejetait bientôt. Cependant, il ne prenait aucune nourriture. Enfin, au bout de 4 ou 5 jours, fatigué de ses efforts, il demanda qu'on mît dans sa boisson un peu de poussière du tombeau. On lui en présenta et on en mit dans son vin. Il but avec confiance et recouvra aussitôt la santé.
Voilà, alors on a entendu ce texte assez court des miracles de Saint-Martin. Alors peut-être d'abord, qui est Saint-Martin? On retient souvent le manteau avec le pauvre. Est-ce que Saint-Martin, ça n'est que ça? Alors, c'est vrai qu'on le voit d'abord comme ce soldat, fils de soldat romain, en fait, venant de Pannonie, donc plutôt des environs de la Hongrie, et qui, par ses voyages, va arriver notamment en Gaule et qui va donc diviser en deux son manteau, mais surtout, par la suite, c'est celui qui devient, au IVe siècle, le premier évêque de Tours, donc évidemment le personnage fondateur pour Grégoire. Le premier personnage aussi a fondé des monastères en Gaule, et donc on l'appelle souvent l'apôtre de la Gaule, et c'est surtout comme cela, et puis comme premier saint confesseur, c'est-à-dire qu'il n'est pas martyr, il ne meurt pas comme un martyr, et donc surtout c'est le bon administrateur, alors celui qui fait des miracles contre les païens aussi, qui est mis en valeur très vite, qui est très important, et ensuite sur lequel Grégoire insiste, parce que donc il est lui-même évêque de Tours, il raconte assez tôt qu'il est aussi celui qui a reçu un miracle, puisqu'il avait une maladie, il serait allé sur le tombeau de Martin, qui était un lieu de pèlerinage déjà important. Il aurait été guéri par Saint Martin. Alors il insiste là-dessus, évidemment, parce qu'ensuite, il est son successeur. Mais effectivement, cet aspect des miracles et de la mise en scène des miracles est quelque chose d'important dans la géographie de l'époque et qui occupe la plus grande place dans l'œuvre de Grégoire, au final. C'est assez curieux comme miracle. Enfin, je veux dire, pour notre esprit moderne, déjà, le culte des reliques est assez curieux, mais là, c'est pas les reliques qui sauvent, c'est la poussière qui se trouve sur le tombeau. C'est un peu bizarre. Oui, on est dans un monde qui a besoin de sacré. Oui. Un des derniers théoriciens du paganisme disait que le monde était plein de dieux au pluriel, mais là, désormais, le monde est plein de dieux au singulier. Donc, il y a vraiment un sentiment que le surnaturel peut être secourable, et à n'importe quel moment. Donc, on a besoin des reliques. Si on n'a pas les reliques, on va sur le tombeau. Si on n'a pas la possibilité d'aller sur le tombeau, on récupère un peu de poussière qui était présente sur le tombeau. Tout ça possède ce qu'on appelle la virtus, la puissance miraculeuse du saint. Dieu se sert des saints comme d'un canal pour faire descendre sa puissance secourable sur la terre. Donc, presque rien, un petit bout d'os, un peu de poussière, parfois même un tissu qui a touché un corps sain, ça suffit pour être secourable. Alors bien entendu, ça donne un pouvoir considérable à ceux qui contrôlent les reliques. Et c'est aussi pour ça que Grégoire évoque aussi souvent Saint Martin, parce que normalement, les saints les plus puissants, c'est quand même les martyrs. Sylvie a raison, il y a un problème à Tours, ils n'ont pas de martyrs. Les empereurs d'Occident ont peu persécuté, ce qui était un bonheur pour les chrétiens du IIIe et IVe siècle, qui devient un gros problème au 5e et 6e siècle, où on a besoin de corps saints. Alors soit on va en chercher à Rome, soit on se contente des confesseurs. Et tout un aspect de l'œuvre de Grégoire, c'est d'expliquer ce qu'il appelle la gloire des confesseurs. Un grand livre sur la gloire des confesseurs. Voilà. Oui, j'ai parlé de la gloire des martyrs et de la gloire des confesseurs. Et les deux vont en réseau. C'est de dire que qu'on ait été tué pour sa foi ou qu'on ait souffert pour sa foi, souffrance ascétique généralement, souffrance par la prière, ça a la même valeur devant Dieu. Et donc, la puissance des reliques des confesseurs est similaire. Ce qui permet à de très nombreuses villes de Gaule, et Tours en premier lieu, de détenir des corps saints de première puissance. Et Grégoire va dire que Saint Martin est le protecteur des Gaules et surtout le protecteur de la royauté franque. Ce qui est un thème qui est sans doute le premier à inventer, en expliquant que tous les grands rois du passé, dont Clovis, sont passés par Tours et que ce contact avec Saint Martin amène quelque chose de plus. Et on sait qu'effectivement, ça va avoir du succès, puisqu'à partir du 7e siècle, il y a 3 grands protecteurs pour les rois francs, Denis, Rémy et Martin, avec un sanctuaire qui se développe autour de la chape de Saint-Martin, c'est-à-dire le petit bout de manteau dont on parlait. Et la chape va être conservée bientôt au palais, ça donnera la chapelle royale. Et ce mot qui va exister pour désigner d'autres réalités à partir du 8e siècle. Vous avez dit Martin, Denis, on voit bien que jusqu'au 18e, mais peut-être même jusqu'au 19e, ça reste dans notre histoire nationale les grands saints protecteurs de la dynastie. Est-ce que vous diriez que là aussi, il invente Martin, ou c'était quand même un saint populaire? Non, c'était un saint, je ne dirais pas populaire, au contraire, c'est un saint d'intellectuel. Les textes autour de Martin qui sont produits autour des années 400 sont produits dans le milieu sénatorial dont il est issu. Des gens comme Sulpice Sévère, c'est-à-dire les plus grands aristocrates des Gaules, parlent de Martin. On réfléchit beaucoup à la vocation monastique, on essaie de l'imiter dans sa démarche de moine. On fait venir à grand prix du poil de chameau d'Égypte pour pouvoir s'habiller comme un véritable ermite.
Et petit à petit, au cours du VIe siècle, on voit une transformation de ce culte, qui est sans doute un culte de grands spirituels chrétiens issus de l'élite, en culte populaire, parce que la relique est importante. Parce que là, il y a une transformation d'une thaumaturgie antique qui était sans doute insatisfaisante vers une thaumaturgie chrétienne, et le courant des pèlerinages est aussi important. Beaucoup de gens viennent à Tours. Grégoire en dit peut-être un peu trop, mais il est indiscutable que vous avez un centre de pèlerinage majeur qui se constitue, et puis des grands édifices qui se construisent. L'époque mérovingienne, on n'a plus de traces dans le paysage actuel, mais c'est une époque de floraison d'églises. Des églises qui ont du succès. C'est pour ça qu'on les a plus, parce qu'elles ont été trop petites un jour et qu'il a fallu reconstruire au-dessus. Mais on voit que toutes les grandes cathédrales et toutes les grandes basiliques françaises ont un état mérovingien, et il faut gratter en sous-sol pour le retrouver aujourd'hui. Ce qui me frappe dans ce miracle, c'est que c'est un miracle, bon, je ne veux pas, rabaisser Saint-Martin et les mérites de sa vertu, mais bon, voilà, le serviteur, il a un petit peu de fièvre et on lui donne une sorte de petite boisson et hop, il est guéri. C'est pas grand-chose, en fait. Non, et c'est très caractéristique du miracle mérovingien, qui est une espèce de miracle humble. Il n'y a pas de grandes scènes de résurrection, d'intervention du surnaturel très visible. Le surnaturel est présent partout, on l'a vu avec la Virtus, dès que ça a touché le sein, mais en général, effectivement, il y a la poussière, il y a l'huile qu'on mélange, il y a même d'autres saints de l'époque, comme Saint-Germain de Paris, qui est une espèce de saint médecin. Alors on voit, il manipule des onguents, etc. Il met un peu de sa salive, souvent aussi. Et la guérison se fait, et c'est considéré comme un miracle. Des saints qui ne se font pas mordre par des chiens, alors que d'autres personnages se font mordre. C'est le miracle au jour le jour de l'époque mérovingienne, effectivement. Et est-ce que ça nous dit justement que Dieu est partout? Est-ce que ça nous dit ça, que Dieu est éternellement provident et donc il s'intéresse même à la morsure du chien? Vous êtes... Oui, il y a quelque chose comme ça. On l'a dit, il y a cette importance des pèlerinages. Et la description, alors Grégoire en fait beaucoup, effectivement, avec Martin, de populations qui viennent et de populations très humbles, et notamment beaucoup de descriptions d'enfants handicapés dont on s'occupe, on ne les abandonne plus. C'est une des grandes différences qui est apparue avec la fin de l'Antiquité. On s'occupe de ces enfants malades, on voit des familles qui interviennent, on met en valeur, Grégoire de Tours aime particulièrement ça, mettre en valeur les liens familiaux du père, de la mère avec les enfants, qui, grâce à leur passage, alors parfois ça ne fonctionne pas tout de suite, mais sur le chemin du retour, il y a beaucoup de descriptions de la vie quotidienne par Grégoire de Tours. Effectivement, ce sont des miracles qui doivent toucher le grand public, si on veut. Et donc, pour vous, c'est une source, ça, par exemple, pour trouver pour parler de la vie quotidienne et puis du décor, enfin, des choses, parce que c'est vrai qu'on parle souvent que des grands rois, des grands personnages, et pas des maladies, et pas de la pauvreté, et pas de... C'est vrai que Grégoire de Tours, son hagiographie en particulier, sont utilisées pour essayer de voir quelles sont les maladies, les liens familiaux. Alors évidemment, c'est la littérature hagiographique, oui. Donc il y a des modèles qui viennent du Nouveau Testament, mais il y a vraiment de vraies descriptions qui correspondent, c'est certain, qui ont une certaine originalité par rapport à ces sources qui montrent qu'on a un peu de la vie quotidienne de cette époque-là qui apparaît dans les miracles. Et est-ce que vous diriez que justement Grégoire est quelqu'un de sensible? Est-ce que c'est quelqu'un de sympathique? Oui, il tient à donner cette image. Il se met en scène, hein? Oui, il se met en scène, il se met beaucoup en scène, on l'a vu dans les histoires, aussi dans la géographie, où il parle beaucoup de sa famille, je l'avais déjà dit, avec la vie des pères, il n'hésite pas. Et c'est quelqu'un qui se met en scène comme quelqu'un de sensible, et qu'il était sûrement, il disait qu'il nourrissait de sa main donc les enfants, qu'ils sont morts, justement, il y a eu des grandes périodes d'épidémie et qu'il a pleuré, donc il évoque les pleurs, il aime bien s'attarder sur les liens entre la mère et l'enfant, sur les liens familiaux qui apparaissent plus dans les récits hagiographiques que dans les histoires, ou d'une façon différente, mais il aime jouer aussi un peu sur les émotions comme moteur, c'est vrai, moteur de l'histoire, souvent parfois les mauvaises émotions, les bonnes émotions de Clotilde et les mauvaises émotions de la reine Frédégonde, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui lui tient à cœur, et c'est un personnage qui apparaît vraiment comme un être humain, on a l'impression en lisant ses sources, une certaine proximité alors qu'il est si loin de nous, et qui se met en scène, mais en même temps avec une certaine finesse et une certaine réalité apparemment. La dernière question, parce qu'on arrive à la fin de l'émission. Quelle est la postérité de Grégoire? Comment expliquer qu'on a tué autant de moutons pour conserver Grégoire? À vrai dire, on n'a pas tué tant de moutons que ça. Ouais. L'œuvre de Grégoire, il y a une belle diffusion des manuscrits, mais qui reste une diffusion raisonnable, disons. En fait, Grégoire était trop prolixe.
c'est trop compliqué. C'est trop beau d'une certaine façon. C'est quelqu'un qui écrit merveilleusement bien. Ça, il faut le redire. Oui. C'est trop compliqué pour le lectorat ordinaire. Donc, on voit apparaître dès le 7e et surtout au 8e siècle des résumés de Grégoire, le best-of. Grégoire en moins de 100 pages. D'accord. Moins bon, mais avec d'autres choses. On va rajouter beaucoup de sang, beaucoup de sexe, des histoires délirantes sur les reines, du surnaturel que Grégoire n'a pas mis. Et ça produit au 8e siècle une œuvre qu'on appelle le livre de l'histoire des Francs, qui est faussement attribué à Grégoire, qui est en fait une sélection de passages de Grégoire allongée avec de l'eau de rose ou ce que vous voulez. Et en fait, c'est cette œuvre-là qui va circuler. Pendant tout le Moyen-Âge, tout le monde pense que Grégoire de Tours a écrit cette œuvre qui, pour nous, est un petit peu misérable, il faut bien l'avouer, qui est intéressante dans son temps, mais qui est autre chose. Et c'est à partir de cette œuvre-là que l'on va connaître les temps mérovingiens. C'est grâce à ça que les Capétiens écrivent les temps mérovingiens. Et jusqu'au XVIIIe siècle, c'est pour ça qu'on parle de Pharamond, de ces rois francs des premiers temps, dont Grégoire ne dit pas un mot. Mais parce que c'est dans cette œuvre que l'on attribue ou que l'on pense être issue de Grégoire, on va en parler. Et jusqu'au XIXe siècle, finalement, le nationalisme français invente des temps mérovingiens obscurs, faits de violence et de souffrance, pas à partir du véritable Grégoire, qui a une pensée beaucoup plus nuancée, mais à partir de ses compendia, ses résumés et ses œuvres beaucoup plus sombres et beaucoup plus sanglantes. Merci à tous les deux. Alors, je rappelle le livre que vous avez dirigé, Bruno Dumézil, vous y avez participé également. Alors, c'est un très gros livre, mais très intéressant et pas très cher, il faut bien le dire. Hein. Les PUF ont fait un bel effort. Donc, Les barbares aux presses universitaires de France. Et puis, vous nous avez aussi emmené le catalogue d'une exposition que vous avez... Exposition qui actuellement est à Saint-Dizier en Haute-Marne et qui va venir à Saint-Germain-en-Laye à partir d'avril sur le royaume mérovingien de l'Est, le royaume qui a donné son poste épiscopal à Grégoire de Tours tout de même. Eh bien, il faut aller voir ça. Donc, c'est au Musée des Antiquités Nationales à Saint-Germain-en-Laye. Merci à tous les deux. Merci de nous avoir fait découvrir cette figure de Grégoire de Tours que on invite à relire, enfin, ou à lire. Ça a été mon cas. Merci vraiment tous les deux. Merci de nous avoir suivis. Vous pouvez retrouver cette émission sur www.ktotv.com. On se retrouve la semaine prochaine.